Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce panel intitulé Le rôle des institutions et gouvernements pour le financement des leaders économiques euro-africains. J'ai l'honneur d'accueillir des invités très distingués qui vont partager leurs perspectives, expériences sur ce sujet crucial. Permettez-moi de vous présenter Son Excellence, Madame Corinne Brunet, ambassadrice du Bénin en France. Son Excellence travaille à renforcer les relations diplomatiques et économiques entre le Bénin et la France, avec un accent particulier sur le soutien des entrepreneurs et des startups. Monsieur Mohamed Cissé, chef de cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME au Guinée. Monsieur Mohamed est impliqué dans la formalisation et la mise en œuvre des politiques économiques et commerciales au Guinée, bien évidemment, avec un intérêt particulier au soutien des PME. Madame Nejia Gharbi, la directrice de la Caisse des dépôts de consignation en Tunisie. Madame Nejia dirige la CDC, une institution publique qui joue un rôle clé dans le financement des infrastructures et des entreprises en Tunisie. Et notre speaker, Monsieur Jean Van Weller, le CEO d'Enable, qui est l'agence belge de développement qui soutient plusieurs projets de développement durable en Afrique. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les institutions et les gouvernements peuvent jouer un rôle clé dans le financement des entrepreneurs et des startups en Europe et en Afrique. Nous aborderons les défis, les opportunités et les initiatives actuelles dans ce domaine. Effectivement, je vais commencer en fait par le Bénin. On observe une grande dynamique aujourd'hui dans les projets de transformation digitale au Bénin, mais aussi une dynamique dans le soutien des startups, d'entrepreneuriat et de l'innovation au Bénin. Justement, la question en fait, que je vais poser, quelles sont les priorités du gouvernement béninois pour favoriser l'émergence des leaders économiques et comment ces priorités se traduisent-elles concrètement? Merci beaucoup, Imen. Bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à tous. Vous avez parlé effectivement d'une dynamique. C'est vrai que le Bénin, sous la vision de Patrice Talon et de l'ensemble du gouvernement, est animé par une conviction. Et cette conviction, c'est celle que l'innovation et l'entrepreneuriat sont les clés de l'émergence économique. Une fois qu'on a dit ça, le grand défi, c'est de savoir comment on concrétise cette vision. Et cette vision, elle est concrétisée autour de 3 piliers, à mon sens, fondamentaux. Vous parlez de financement, mais au-delà de la question d'accès au financement, il y a aussi la question de la formation, du renforcement des capacités et la question de l'accès au marché. Donc sur le terrain, ça se traduit par des politiques gouvernementales, mais ça se traduit aussi par des partenariats stratégiques avec des bailleurs de fonds, avec des agences de développement, mais aussi par la création d'un écosystème dédié. Et pour donner des exemples concrets, j'ai la chance d'avoir le digne et haut représentant d'Enable à mes côtés, qui participe aussi à structurer l'écosystème entrepreneurial à travers un programme qui s'appelle DigiBoost. On a aussi des programmes de soutien et de formation des entrepreneurs. On a sur le volet accès au financement des partenariats avec l'Union européenne, avec l'Agence française de développement. Je vais citer par exemple, certains connaissent certainement le programme PAEB et le programme Choose Africa, qui permettent d'accompagner à la fois le renforcement des capacités, mais aussi l'accès au financement. Et puis sur le troisième point que je soulignais tout à l'heure, qui est l'accès aux marchés internationaux, il s'agit de pouvoir révéler nos entrepreneurs et les startups qui sécurent le plus d'impact au monde. Et ça passe par des initiatives. Je vais citer par exemple l'événement Francotech qui s'est tenu à Paris en marge du sommet de la francophonie en octobre dernier, où nous avons accompagné une cohorte de 10 entrepreneurs béninois afin qu'ils puissent rencontrer des partenaires du secteur privé, du secteur public, afin de leur donner aussi une visibilité en termes de communication et de les fédérer.
Et ça, je crois que c'est une grande question. Fédérer, il faut fédérer nationalement, mais aussi il faut fédérer continentalement. Voilà, je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais je vais peut-être laisser la parole à mes collègues. Mais voilà, je voudrais insister sur le fait qu'il faut vraiment avoir cette vision intégrée. Formation, renforcement de capacité, accès au financement et aussi accès au marché. Il faut savoir l'opérationnaliser. Et il existe aussi des limites qu'on aura peut-être l'occasion de traiter au rôle structurant de l'État. Effectivement. Merci, madame. Du Bénin, on passe au Guinée. Monsieur Mohamed, quelles sont les principales politiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME pour soutenir la relance industrielle et les entrepreneurs dans ce domaine? Merci bien, madame, pour la question. Je commencerai mon propos par remercier Enabel, l'agence à travers laquelle la Guinée est invitée à cette importante activité. Pour ce qui est concrètement des dispositions et sur le plan de politique publique et sur le plan opérationnel que le gouvernement guinéen met actuellement en place, nous sommes, pour l'histoire, la Guinée, c'est un pays qui avait connu un bon pan de son processus d'industrialisation. Dans le cadre de son premier régime, le premier régime avait laissé à ce pays plus de 300 unités industrielles. Le deuxième régime est arrivé dans un esprit de libéralisme qui a coûté cher au pays. Et donc, à ce jour, la grande dynamique du régime en place, c'est la relance des unités industrielles. Nous avons des fruits industriels sur lesquels nous sommes en train d'inviter de l'investissement et ça se passe très bien. Mais alors, l'ambition est une chose, le pouvoir le faire est tout à fait autre. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment mettre à la disposition de cet épanouissement, de cette ambition d'industrialiser la croissance économique de la Guinée, au travers des politiques publiques qui répondent aux préoccupations du secteur privé. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui en Guinée une politique nationale en charge des questions industrielles. Nous avons mis en place un dispositif qu'on a appelé GBF, le Guinée Business Forum. C'est ce cadre d'échange qui permettra justement de faire le recueil des préoccupations, des exemples de réussite, des problématiques à prendre en compte, parce que l'État, ce qu'il fait, c'est de recueillir ces préoccupations et de les intégrer dans les politiques publiques qui répondront aux attentes du secteur privé. Alors, l'entrepreneuriat en tant que tel, nous avons le ministère en charge des questions du commerce, de l'industrie, des PME, au-delà, s'occupe également des questions des investissements, du partenariat public-privé et du contenu local. Alors, la grande ambition aujourd'hui de la Guinée est de voir cette loi contenu local bénéficier à la Guinée plus que les mines auront vraiment donné comme richesse à notre pays. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que l'État se déploie pleinement, très sérieusement, actuellement, à mettre à disposition des politiques publiques qui répondent aux attentes du secteur privé. Je suis arrivé dans cette délégation avec l'Agence guinéenne en charge de la promotion des investissements publics et privés, mais il y a également le Fonds de développement industriel et des PME avec moi. Au-delà, il y a la directrice générale nationale en charge de la promotion du secteur privé, aux côtés, bien entendu, d'un nombre d'entrepreneurs guinéens dont on a avec nous, qui ont des exemples de réussite à partager avec le public. Donc, merci. Merci à vous, monsieur. Du Bénin au Guinée, on atterrit là en Tunisie. Justement, la CDC, qui est un acteur principal dans l'appui des projets de développement en Tunisie, notamment l'appui de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Quels sont les principaux axes d'intervention de la CDC en matière de soutien d'entrepreneurs et de start-up? Merci beaucoup. Tout d'abord, je ne peux pas manquer l'occasion pour remercier les organisateurs. Je suis la deuxième fois à Emerging Valley, mais nous avons participé au moins trois éditions. C'est un carrefour là où on peut se partager pas mal d'idées, pas mal de politiques.
Pour la CDC, donc c'est une institution publique qui gère des ressources de long terme pour les investir dans des projets d'infrastructure, mais aussi on a un mandat de soutien des PME et de soutien aux startups. Donc pour les PME, nous intervenons via les fonds d'investissement et via les programmes d'accompagnement qui généralement sont financés aussi par des partenaires de la Caisse. Pour les startups, donc on a commencé en 2018 avec le Startup Act, donc c'est le cadre réglementaire. Et la CDC a eu le mandat du gouvernement pour structurer donc, le Startup Invest, donc toute la partie investissement et le Startup aussi appui, parce que réellement, on a besoin de soutenir ces startups pour pouvoir se développer. Et on a commencé avec une étude donc, qui a été financée par l'AFD et menée par BPI France pour diagnostiquer un peu l'état des lieux en Tunisie, mais aussi de s'inspirer un peu des expériences autour de nous. Et on a pu donc structurer un programme qui s'appelle donc Startup et PME innovantes, dans lequel on a eu un premier financement de la Banque mondiale qui a été accordé à l'État, rétrocédé à la Caisse pour appuyer les startups. Et là, on a 3 composantes. Donc, une composante sur le financement de l'investissement, et c'est le premier fonds de fonds ANAVA qui a été donc instauré en Tunisie et qui vise à financer 13 child funds. Jusque-là, on a une dizaine de fonds qui ont eu l'accord de financement. 5 ont déjà ont été souscrits, le 6e en cours. Donc, ça avance très, très vite donc, sur cette composante. La composante 2, c'est le financement des PME, parce qu'on s'est dit, oui, les startups, mais aussi il y a des PME innovantes qui méritent d'être accompagnées. Et là, on a instauré le fonds Innovatech, où on a souscrit, donc la CDC a souscrit pour 17 millions de $. L'objectif, c'est de financer à hauteur de 125 millions de dinars des 50 PME tunisiennes. Donc, jusque-là, on a une douzaine de PME déjà investies, plusieurs dans le pipe, et on structure aussi un plan d'accompagnement pour ces PME. Donc, pour le fonds de fonds en aval, la taille cible, c'était donc au départ, c'est 100 millions d'euros. Nous sommes au premier closing à 60 millions d'euros avec une participation de la Caisse 40 millions et KfW 20 millions. Bientôt, on va avoir la souscription de l'Union européenne pour 15 millions et peut-être d'autres partenaires, normalement la BAD aussi en cours de discussion. Donc, on aura peut-être clôturé d'ici là les 100 millions qu'on a ciblés. Nous avons aussi structuré dans ce programme l'accompagnement donc des startups. Et là, c'est tous les mécanismes d'appui que nous avons structurés donc autour d'un programme qu'on a appelé Flywheel. Donc Flywheel, où on a mis les 5 millions de dollars de la Banque mondiale, mais aussi 2 millions d'euros de GIZ. Et là, on a des mécanismes d'appui R donc pour le prototype, donc R2 donc, et DEAL et SAIL pour les structures d'appui. Donc, il y a les mécanismes vers les startups et les mécanismes pour les structures d'appui. Donc, jusque-là, on a donné 124 startups ont bénéficié de R, 25 ont bénéficié de R2 et 19 programmes ont été appuyés via le mécanisme DEAL. C'est très important parce que réellement, les programmes d'accompagnement, ça permet aussi de cibler les startups, mais aussi d'offrir un environnement à cet écosystème pour se développer. Bien sûr, on a d'autres programmes avec l'AFD, un programme en lien dans lequel nous avons financé 5 structures d'appui dans 2 structures dédiées aux startups, donc c'est Wiki Startup et Carthage Business Angel.
et deux structures qui offrent le prêt d'honneur, pour lesquelles aussi il y a eu beaucoup de startups qui ont bénéficié de ces prêts d'honneur, et une structure qui donc appuie l'entrepreneuriat féminin. Et c'était le Souk Al-Khaina à travers Enda Interarabe. Donc, à travers ce projet, nous avons pu accompagner 1880 promoteurs, 570 projets, 251 startups, 119 portés par des femmes. Et après le ONLIA, donc on s'est dit on va faire un focus sur l'entrepreneuriat féminin. Et on a fait le projet FAST, donc à travers ce projet qui est aussi financé par l'AFD, mis en œuvre par CDC avec l'appui technique d'Expertise France. On a pu avoir 788 projets soutenus, 351 à impact environnemental et social, mais sur les 788, 645 portés par des femmes, donc plus que 80%. On a eu l'appui de 50 startups exportatrices et bien sûr des levées de fonds importantes de 24 millions de dinars pour ces startups. Merci Madame Ralbi, c'est très riche, une très belle dynamique, de très beaux projets en plein mise en œuvre, je dirais en plein déploiement, en cours de mise en œuvre. C'est aussi grâce à des fonds, à des bailleurs de fonds euro-africains. Et là où on s'adresse justement à Monsieur Jean pour voir un peu, en fait, on sait tous que Enable soutient les projets de développement en Afrique, à savoir sur tout ce qui est transformation digitale, sur tout ce qui est intelligence artificielle, sur tout ce qui est entrepreneuriat et innovation. Pouvez-vous nous parler des initiatives d'Enable en Afrique qui soutiennent spécialement en fait les startups et entrepreneurs? Mais premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la 3e fois que je viens à Emerging Valley. C'est toujours un succès et un plaisir d'être entouré de gens aussi dynamiques. Et je suis ravi d'être ici avec nos partenaires de Tunisie, de Guinée et de Bénin, 3 pays avec lesquels on travaille. Enable, on travaille sur 20 pays sur le continent africain. Et je dirais, on m'appelle au même moment, c'est pas le bon moment. Voilà. On travaille sur différents secteurs classiques, l'éducation, la santé, mais de plus en plus sur le développement du secteur privé. On travaille sur différentes dimensions. La première, c'est tout ce qui est enabling environment, donc c'est de rendre l'environnement favorable aux affaires. Et donc on travaille avec les gouvernements pour structurer les réglementations, pour en fait rassurer les investisseurs d'investir dans le pays. On travaille sur la mise en place de lois autour du local content. Le chef de cabinet de la Guinée l'a mentionné. On travaille sur la création d'incubateurs. On l'a mentionné également avec le Bénin et DigiBoost. On travaille sur la formation professionnelle, on travaille sur le coaching d'entreprise. Donc on travaille sur tout ce qui est environnement des affaires pour pouvoir attirer des entreprises et sur du coaching direct d'entreprise. En plus du coaching, on soutient également financièrement des entreprises via des subsides en équipement. Ça reste assez limité. Et on met en connexion les entreprises aussi avec des investisseurs. On a BioInvest qui est l'équivalent de Proparco pour la France, qui est notre banque d'investissement dans le secteur privé. On aide les entreprises en fait à avoir une taille suffisante et la capacité d'attirer des financements de banques de développement. On travaille aussi de plus en plus avec le monde de la finance à impact. On a signé la semaine passée à Bruxelles un accord avec Impact Finance Belgium qui regroupe en fait les grandes banques qui veulent, dont les clients veulent aussi investir de plus en plus sur le continent africain. Et donc on a un peu une mise en connexion entre les startups et les investisseurs belges et de plus en plus européens. Et alors, c'est plus récent, on travaille de plus en plus aussi sur l'écosystème du secteur privé belge, en fait, et de mettre en connexion les entreprises belges, donc pas uniquement les banques, mais aussi les entrepreneurs et entrepreneuses belges avec leur équivalent dans nos pays partenaires. Et on a des projets assez innovants de ce que l'on appelle la mobilité entrepreneuriale. Et on a ici une équipe de Côte d'Ivoire qui est présente, où on met en contact des entrepreneurs ivoiriens, on le fait également avec le Sénégal, et on leur donne un permis de travail pendant 6 mois pour venir en Belgique et pendant ces 6 mois les mettre en connexion avec des entreprises belges. Et ensemble, on crée en fait des binômes d'entreprises équivalentes dans des mêmes secteurs. Un succès qu'on a eu, c'est dans le domaine de l'eau au Sénégal, avec une entreprise belge spécialisée dans la filtration d'eau. Et ils ont ensemble créé une nouvelle joint venture au Sénégal
Et donc c'est aussi de la mise, donc, non seulement l'accès à des financements, mais aussi l'accès à des marchés nouveaux et de l'expertise nouvelle. Donc je dirais voilà, c'est à ces 3 niveaux qu'on travaille, coaching local, écosystème local, financement via des banques et mise en connexion d'entreprises. Super, merci beaucoup. Lors de notre premier tour de questions, on s'est focalisé sur les opportunités de financement, les nouveautés en termes de programmes. Mais je pense que la question de durabilité est une question cruciale pour nos pays de l'Afrique, parce que c'est bien de lancer les programmes, les projets, mais justement les accompagner dans la durabilité est la vraie question. Et je pose la question à Madame Corinne, son Excellence. Quels sont justement, selon vous, les principaux défis à anticiper pour garantir une stratégie durable en faveur de l'écosystème entrepreneurial et comment le Bénin articule-t-il ces différentes initiatives pour relever ces défis? Merci beaucoup. Je crois que les défis, on a chacun des intervenants à rappeler lesquels ils étaient. Vous parliez d'articulation. La priorité, c'est déjà de construire les institutions qui pourront répondre à ces différents défis. Pour le cas de la République du Bénin, nous avons 4 institutions qui travaillent particulièrement sur le sujet de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Vous avez Semicity, qui est un centre de savoir, qui a une vocation effectivement d'abord de former les futurs entrepreneurs, d'accompagner les porteurs de projets avec des incubateurs, de les révéler sur la scène internationale et de permettre de faciliter leur accès au marché. Vous avez également l'ADPME, donc l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, et j'allais même rajouter des MPME, donc des micro, petites et moyennes entreprises, où là, l'idée, c'est de permettre un accès au financement, c'est aussi de travailler au renforcement des capacités, de structurer les différents projets. Et puis vous avez, et là je fais un clin d'œil à Madame Garbi, aussi la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin qui joue un rôle crucial. Pour accompagner les porteurs de projets stratégiques, à savoir les projets qui rentrent dans la stratégie du gouvernement, du plan d'action du gouvernement, et aussi qui a une vocation à structurer le marché et à accompagner les financements. Et vous parliez tout à l'heure du premier fonds de fonds que vous avez structuré en Tunisie. Ça fait partie aussi des réflexions qu'on peut piloter au niveau de la République du Bénin. Et puis, je voudrais faire un dernier parallèle qui a été aussi pointé du doigt par mes copanélistes. L'État a pour vocation, le gouvernement a pour vocation, effectivement, de créer les conditions d'émergence des futures, si je me permets de le dire, licornes africaines. Ouais. Pour autant, l'État n'a pas la solution magique. Okay. Et ce que doit faire l'État, c'est aussi de créer les conditions pour que les acteurs du secteur privé, venture capital, les sociétés de private equity, des nouveaux fonds, puissent avoir toutes les conditions requises pour s'engager à accompagner les startups africaines et aussi pour créer, et ça on peut saluer l'action d'Enabel sur le partenariat et la circulation des compétences, pour créer aussi des joint ventures qui associent des startups européennes ou dans le reste du monde avec des startups africaines porteurs de projets connexes pour qu'elles puissent émerger internationalement. Merci. Voilà. Merci. Alors, je m'adresse au gouvernement guinéen, justement, dans la même optique, comment le gouvernement guinéen collabore-t-il avec les institutions internationales pour le financement des PME et des startups? Merci encore pour la question. Alors, comment nous fonctionnons là-dessus depuis la Guinée? C'est bien important de développer des partenariats avec les institutions à travers le monde, mais avant que cela ne se fasse, il faudrait que les États à l'interne puissent faire le diagnostic sur le processus de leur élan de développement et de quel niveau de développement, parce que les situations pourraient être différentes d'un pays à un autre. Alors, pour ce qui est du cas de la Guinée actuellement, vous le savez certainement, depuis 3 ans, nous sommes dans un élan de refondation en Guinée avec l'actuel régime. Cela voudrait dire qu'on est en train de revoir tous les paramètres à prendre en compte dans le processus de développement de notre pays. Alors, aujourd'hui, encore une fois, les politiques publiques sont
revisiter, hein, pour au mieux les ajuster aux attentes, encore une fois, de l'ambition de la croissance économique de notre pays. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui d'industrialiser la croissance économique de notre pays. Ce n'est une nouvelle du jour pour personne de ce grand projet minéralier qui est Simandou 2040. C'est une grande vision aujourd'hui qui sert de véhicule pour la Guinée en direction du développement. C'est le pont en direction du futur développement durable de la Guinée. Alors, c'est la plus grande réserve en termes de fer au monde qui va être exploitée. Ça part de 600 km de la capitale et ça traverse 4 régions naturelles. Alors ça voudrait dire quoi? C'est le projet le plus intégré qui bénéficiera à toutes les régions de la Guinée. Alors nous, au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, nous avons charge d'industrialiser le corridor. Alors l'ambition de Dr Diaka Sidibé, Madame la Ministre, c'est d'implanter vraiment des agropoles. Hein. Il faut développer de l'agriculture, il faut y implanter des entrepôts, il faut implanter des unités industrielles pour vraiment la transformation des produits locaux en produits. Et l'autre dynamique, aujourd'hui en Guinée, je viens de Dakar, où on a assisté au cinquantenaire de la Foire internationale de Dakar. La Guinée et le Rwanda sont les pays à l'honneur. J'y retourne d'ailleurs le 5. Nous avons plus de 25 entreprises guinéennes dont l'État guinéen a pleinement pris en charge pour vraiment être de cette foire de Dakar. Ça leur permet de développer de nouveaux marchés, ça leur permet justement de se connecter à d'autres initiatives entreprenantes de ce genre pour créer des joint ventures et encore une fois lier au-delà du nord et du sud, mais continuer à lier les parties du sud-sud pour répondre efficacement à cet esprit de mondialisation dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, il se passe beaucoup de choses. Hein, c'est le lieu pour moi de remercier encore une fois Enabel de par son engagement. Je remercierai l'ADF. Ce sont des partenaires techniques qui nous permettent non seulement de former des formateurs sur des questions d'entrepreneuriat, mais aussi de mettre en place des fonds au nombre de 6-7 qu'on a aujourd'hui dans le pays, pour que ces fonds contribuent au niveau des institutions financières pour apaiser la pile des risques à prendre et d'être au mieux prédisposés à mettre le financement à la disposition des initiatives de l'entrepreneuriat. Donc, en 2-3 mots, c'est ce que je voudrais dire comme élément de contribution. Merci beaucoup. Madame Negia, justement, si on revient à l'écosystème tunisien, là, qui connaît, qui a connu beaucoup de, je dirais, d'accompagnement en termes de bailleurs de fonds euro-africains, pouvez-vous partager avec nous quelques exemples d'acteurs ou de programmes, programmes qui ont été déployés et qui ont bénéficié du soutien, mais aussi de la CDC, mais qui ont aussi créé de l'impact en fait sur l'économie locale? Par rapport au programme, donc, comme je vous ai dit, donc, on soutient les programmes, que ce soit dans le cadre du projet Start-up et PME innovantes. Donc, et là, nous avons soutenu 19 nouveaux programmes d'accompagnement, donc avec l'instrument DEAL. Aussi, à travers Onlia, donc, nous avons soutenu 5 programmes, donc 5 initiatives. Dont une qui était pour nous une initiative phare, c'est Souq El-Ken, qui est une plateforme de commerce équitable dédiée aux femmes dans les régions. Donc c'était quand même assez important pour la Caisse. Pour le programme FAST, donc, on a soutenu 3 programmes d'Open Innovation, donc, qui sont dédiés à la mise en relation des startups avec les grandes entreprises, et je cite le programme de Actia, donc, qui a permis à plusieurs startups incubées chez Actia d'accéder au marché et d'avoir des relations avec on va dire les clients initiaux de Actia.
Aussi, nous avons soutenu 10 programmes d'accompagnement des femmes dans les régions. Et là, le plus important pour nous, c'est de pouvoir toucher ces femmes qui sont au fond des régions de la Tunisie qui ont été soutenues par le programme FAST. Et on a soutenu aussi 4 programmes d'accélération. Magnifique. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci pour ce feedback, notamment par rapport à l'impact. On va clôturer cette discussion, cette belle discussion avec Monsieur Jean sur justement les principaux défis en fait rencontrés par Enable dans l'accompagnement de ces différents programmes. Je vais être un peu provocant ici, mais le défi, en fait, il n'est pas tellement en Afrique, il est plus en Europe. On vit un moment paradoxal, alors que on l'a vu, il y a un potentiel énorme d'investissement en Afrique. Et on voit partout en Europe, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas récemment, les budgets de la coopération internationale sont coupés, en fait. Et en Belgique, c'est pour ça qu'on m'appelait à l'instant, les négociations sont en cours. Et en fait, j'ai un appel à vous faire à toutes et tous ici. Et surtout les entrepreneurs africains, c'est de montrer le potentiel que vous représentez aussi pour l'Europe et de changer le narratif. C'était dit dans un débat précédent. Malheureusement, nos politiciens voient encore la coopération internationale comme un coût, parfois comme de la charité, comme un pourcentage du GDP qu'il faut investir, plutôt que de le voir comme une opportunité. Et je pense que l'Europe, c'est un moment charnière qu'on est en train de vivre, parce que c'est un effet boule de neige, en fait. L'argument de mon gouvernement pour couper peut-être les budgets, c'est de dire, ah, la France le fait, l'Allemagne le fait, pourquoi pas nous? Mais en fait, du coup, tous les pays européens sont en train de réduire leur budget de coopération internationale, alors que le potentiel est énorme, que l'Europe a une relation privilégiée et que d'autres pays, d'autres régions du monde investissent plus sur le continent africain. Voilà, on entendait tout à l'heure notre collègue japonais qui parlait également de la position du Japon. Donc moi, je pense qu'il y a ici, et Samir, je te regarde, je ne sais pas si tu serais prêt, mais de faire un open paper dans les journaux, dans les jours qui viennent, pour un peu conscientiser nos décideurs politiques sur l'enjeu de la coopération internationale par rapport à la création d'entreprises, la création d'emplois sur les deux continents. Je pense que c'est un moment essentiel. Les gens disent, voilà, il y a plein de défis, mes collègues en ont mieux parlé que moi, qui sont liés dans les pays dans lesquels on travaille. Évidemment, la gouvernance est un défi énorme, mais je pense sincèrement que le défi est plus ici, dans la conscientisation du monde politique par rapport à l'importance de la coopération internationale. Merci. Merci à tous. Merci pour ce. Merci.